Combien de temps va-t-on encore accepter? Combien de temps encore va-t-on accepter que la caste médiatique au pouvoir façonne les élections, les opinions? Laissons aux politiques la critique des désistements, des impréparations, de la démocratie confisquée ou le procès en non-représentativité de l'Assemblée. La première grande conclusion de l'épisode électoral passé est que la caste médiatique a œuvré pour instrumentaliser le vote des Français. De toutes ses forces et par tous les moyens, le parti des médias, quelques exceptions notables, a fait le boulot pour sauver le système en place. L'évidence est donc sous nos yeux. Le préalable à tout changement en profondeur de ces méthodes totalitaires est le renforcement de la presse libre et indépendante, la presse alternative dont TV Liberté, TVL est le vaisseau amiral. TVL parle déjà à des millions de Français en France. Il faut dorénavant que TVL soit entendu par des dizaines de millions de Français. TVL n'aura jamais l'argent de l'État, des banques ou des puissants. Il faut donc que TVL puise sa force auprès des téléspectateurs, devenus donateurs et membres d'une communauté solide, soudée, combative, les amis de TV Liberté. TVL doit donc franchir dans les mois et les années à venir des étapes nouvelles pour que tout change enfin. Défaire le parti des médias n'est pas un vain mot ou un souhait illusoire. Nous avons la possibilité de réduire son action néfaste et nuisible à une seule condition, votre soutien. Ce soutien n'est pas pour les mois ou les années à venir, lui, il est pour maintenant, car c'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors, ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonjour à tous, chers téléspectateurs de TV Liberté, et bienvenue dans le numéro 499 d'Immédiat, l'émission de décryptage des médias. Bonjour Michel. Bonjour Lucas. Alors merci d'avoir accepté cette invitation qui se fait dans des conditions un peu particulières. Nous sommes tous les deux en visio. On n'est pas à Washington. On n'est pas à Washington. Non, moi je suis en Bretagne. Et vous êtes où? Alors moi je suis à côté de la Grande Bleue, dans le sud de la France. Sympa aussi. Alors, les téléspectateurs vous connaissent déjà, mais je rappelle quand même que vous êtes énarque et que vous décryptez les médias dans cette émission. Vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, nous allons justement avoir du travail, puisque le grand sujet va être, dans notre dossier du jour, les résultats des élections législatives et bien sûr, cette surprise avec la victoire du nouveau Front populaire et le rôle joué par le système politico-médiatique pour préserver ses intérêts. Avant cela, nous aurons une image de la semaine qui est plutôt positive, puisqu'il s'agit du lancement de la fusée Ariane 6 depuis la Guyane. Les pastilles de l'info ne seront pas oubliées. Et pour finir, le portrait piquant sera consacré à ce cher Edoui Plenel, un symbole de ce prétendu journaliste, en réalité militant politique. L'image de la semaine, Michel, je l'ai dit, on commence ce numéro d'Immédiat par une note d'espoir et de positivité. Comme le rappelle cette revue de presse, la fusée européenne Ariane 6 est partie depuis la Guyane. Alors Michel, comme quoi la France et l'Europe ne seraient pas mortes. Que vous inspirent ces images? C'est de belles images, c'est des images d'espérance. Ça nous donne une idée de ce que pourrait être une Europe puissance au service des Européens. Donc on voit bien qu'on est capable de faire des choses extraordinaires et de rivaliser avec d'autres puissances, notamment des puissances spatiales. Mais malheureusement, nos politiciens sont des mondialistes qui ne s'intéressent pas véritablement à l'Europe et qui sont d'ailleurs au demeurant très largement vassalisés auprès des États-Unis. Donc c'est aussi un rêve, nous voyons un rêve qui s'élève dans le ciel. C'est ce qu'on pourrait faire de l'Europe. Vous savez bien, quand Emmanuel Macron parle de souveraineté européenne, c'est un
c'est un oxymore. En réalité, c'est une Europe vassale qu'il recherche. Et en plus, on voit bien le jeu de certains pays qui ne jouent pas du tout dans l'européen. Après avoir vu cette note de positivité et le lancement de la fusée Ariane 6, place au dossier du jour qui est consacré à la victoire peut-être du parti des médias dans ces élections législatives anticipées. Dimanche dernier, à la surprise générale, le nouveau Front populaire est arrivé en tête de ces élections législatives et le Rassemblement national de Jordan Bardella a eu moins de députés que prévu. Résultat surprenant, et même le journal Libération reconnaît « C'est étrange » en titrant « C'est ouf » dans son numéro du lundi 8 juillet. Alors, Michel, double lecture de cette une de Libé. Certes, c'est ouf la victoire du nouveau Front populaire, mais c'est aussi ouf ce vol démocratique. Qu'en pensez-vous? Ah bah oui, c'est à double sens. Hein. C'est soit la satisfaction d'avoir empêché l'arrivée au pouvoir du Front National, et puis c'est en même temps, c'est fou. Ce sont des résultats fous. Ces élections sont quand même extraordinaires hein, quand on le regarde. D'abord, on nous parle d'une victoire de la gauche, qui est avant tout, je dirais, on va le voir, une victoire médiatique, beaucoup plus qu'une victoire politique. Parce que, en termes de voix, l'ensemble du bloc de gauche n'est pas dominant. Il a moins de voix que le bloc de droite. Hein. Mais sauf qu'effectivement, la gauche fait bloc, ce qui n'est pas le cas de la droite. Deuxièmement, on nous a expliqué que c'était l'échec total du RN. Quand même étrange, parce que c'est quand même devenu le premier parti de France. C'est lui qui a 10 millions d'électeurs, alors que la gauche, c'est 7 millions, et ensemble, c'est 6 millions. Donc c'est quand même un peu étrange comme défaite, n'est-ce pas, d'un parti qui en plus a augmenté le nombre de ses élus d'une manière exceptionnelle. Et puis enfin, on nous parle de victoire, alors que précisément, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a justement rappelé dans sa fameuse lettre qu'il vient d'envoyer aux Français avec une certaine désinvolture. Hein, bah oui, il n'y a pas de majorité. Bon, donc comment peut-on parler de victoire quand on est dans une logique où il n'y a pas vraiment de majorité? Donc c'est quand même, on voit bien que dès le départ, les commentaires médiatiques sont un peu étranges et ne correspondent pas tout à fait à la réalité électorale et institutionnelle telle qu'on la voit bien aujourd'hui. Et puis il y a des choses moi aussi qui m'étonnent dans ces élections. Par exemple, LR. Vous voyez qu'LR a augmenté le nombre de ses élus alors même que ce parti a connu une scission interne avec l'initiative de Ciotti. Quand même un peu étrange. Hein. De même, le score d'ensemble est complètement inespéré par rapport à ce qu'on pensait il y a même quelques temps. Alors, on sait bien qu'il y a eu des opérations politiciennes, hein, de désistement qui ont profité ensemble. Mais donc on voit bien que c'est une élection qui est très étrange dans ses résultats. Et surtout très étrange dans la façon dont le système médiatique en a rendu compte. Et on va le voir, je crois, tout au long de cette émission. On a des éléments d'explication. Pourquoi en est-on arrivé là, hein? C'est quand même une question qu'on peut se poser. C'est ce que Alain Duhamel développe dans Le Figaro. Michel, que pouvez-vous nous dire des propos de M. Duhamel, justement? Alors, je sais bien que sur Immédiat, on se moque souvent d'Alain Duhamel, hein, à qui on a décerné dans les Bobards d'Or de nombreux prix. Mais là, j'ai trouvé qu'il disait des choses tout à fait intéressantes. C'est presque une sorte d'acte de contrition. Alors, d'une part, il dit les résultats sont quand même étranges. Ah oui. Et puis, deuxièmement, il dit en fait, on a raconté beaucoup de bêtises entre ces deux tours. Les commentateurs, moi-même, dit-il, on a raconté des bêtises. Alors, je crois que ça, c'est très intéressant parce que ça met le doigt sur une stratégie classique qui a été employée, par exemple, à l'encontre d'Éric Zemmour lors de la présidentielle de 2022. Moi, c'est ce que j'appelle la stratégie de la chambre à air. Alors, vous savez, une chambre à air, ça se gonfle, puis ça se dégonfle. Alors, dans un premier temps, on gonfle les résultats de l'adversaire visé. Ça a été, me semble-t-il, c'est ça que quand Duhamel dit on a raconté beaucoup de bêtises, les commentateurs et les instituts de sondage ont donné une projection
du RN très importante en termes de sièges, puisqu'on est passé non seulement d'une majorité relative à une majorité absolue. Bon, ceci fondé sur des études dont on ne connaît pas la portée réelle. Et donc, à partir de là, ça c'est la phase de gonflage, on gonfle. Donc, à partir de là, cette présentation optimiste des scores du Front National a servi fondamentalement à relancer le Front républicain pour faire peur, hein, et puis, deuxièmement, a servi de justificatif à toutes les magouilles destinées à faire barrage, et notamment les 200 désistements qui sont intervenus et qui ont permis à chaque fois d'éviter des triangulaires qui auraient pu être bénéficieux au Rassemblement national. Bon, c'est la même stratégie qui a été menée, je le rappelle, au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, où Zemmour, on expliquait que Zemmour allait avoir une dynamique extraordinaire, vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, deuxième temps, nous sommes dans le deuxième temps, au soir du deuxième tour, alors là, on dégonfle. Et là, on dit, voyez bien, le Rassemblement national, il a échoué, puisqu'il n'a pas la majorité absolue. Et comme le fait justement remarquer Duhamel, ce n'est pas une comparaison qui se fait en termes de voix, mais uniquement en termes d'affirmation sondagière. Les sondages ayant affirmé qu'il allait avoir la majorité absolue, et donc on compare en réalité des votes réels avec des estimations dont on peut se demander si elles étaient vraiment si sérieuses que ça et si scientifiques que ça. Donc c'est ça qui est, je trouve que le témoignage d'Alain Duhamel est très intéressant parce que il avoue quand même le rôle pervers qu'ont joué tous ces experts médiatiques dans l'analyse du scrutin, et notamment pour justifier ce qui va arriver, c'est-à-dire le retour de ce front républicain un peu particulier quand même. Et on pourrait constater aussi que le RN n'a pas encore supprimé son plafond de verre. Que pouvez-vous en dire ? Oui, alors là, il y a deux manières de voir les choses. Évidemment, si on dit, vous voyez, il n'a pas eu la majorité absolue. Ah, donc évidemment, il a donc été bloqué, il y a eu un front républicain. Bon, ça c'est le discours actuel, médiatique actuel, le front républicain a marché. Bon, il faut quand même dire que, j'insiste, le Rassemblement national est quand même devenu le premier parti de France, hein, à la fois en nombre de voix et en nombre de sièges au Parlement. Il a plus de sièges que la France insoumise. Enfin, je veux dire, bon, donc nous sommes dans cette dynamique-là. Donc il y a deux manières de voir les choses. Si on part du principe que les prévisions des sondages étaient justes, à ce moment-là, on peut dire oui, il y a eu un plafond de verre. Mais si on part du principe, et on revient sur ce que disait M. Duhamel, tout ça c'était quand même un peu des bêtises, en réalité, ce qu'on voit, c'est que la progression du Rassemblement national continue. Elle continue, elle est importante. Hein. Donc c'est quand même un curieux plafond de verre, hein, qui est parfois pas aussi fort que ça. Alors par contre, ce qui est réel, c'est la révélation de l'alliance de toutes les institutions contre le Rassemblement national. Ça, c'est un élément important de cette élection. Hein, depuis les footballeurs, depuis les institutions, depuis les universités qui font des motions, etc. Ça, c'est ça qu'on a à voir. C'est moins le plafond de verre que je dirais, la sainte alliance du système contre, faut bien le dire, contre le peuple français. Alors, c'est une transition toute trouvée, vous l'avez dit, les institutions, la Sainte Alliance, mais il y a une institution dont on parle beaucoup dans les médias, c'est justement ce rôle qu'a joué le système politico-médiatique dans l'élection. Comme le dénonce Marine Le Pen, la presse a clairement pris parti contre le RN pendant cette campagne, comme le relaie ici Cerfia, et comme le souligne d'ailleurs l'Observatoire du journalisme, craignant une vague RN aux législatives, de nombreux médias ont volontairement enfreint la règle constitutionnelle sur le silence électoral à la veille du vote et le jour du vote. Mais ce n'est pas tout. Cette prise de parti des médias durant l'élection est d'ailleurs même félicitée par des politiques. Hein, c'est assez fou, c'est-à-dire qu'on a des hommes politiques qui remercient le boulot fait par les médias pour préserver leur siège. Ma gratitude va à la presse, déclare le député Nouveau Front Populaire Aurélien Rousseau.
On a également Clémentine Autain du Nouveau Front Populaire qui salue, je cite, le travail opéré par les médias à l'encontre du RN dans la semaine qui a précédé le second tour. Il y a eu un petit changement de climat au moment où tout le monde s'est rendu compte que là on jouait avec le feu. Que là on jouait avec le feu et qu'est-ce qui était plus dangereux pour le pays. Et je pense qu'un mouvement s'est levé et qui a concerné beaucoup la société civile, les citoyens, etc. Mais aussi, je crois, des journalistes qui d'un seul coup se sont dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On a aussi, sans continuer cette longue liste, Edoui Plenel, ancien du journal Le Monde et de Mediapart, dont d'ailleurs nous allons diffuser le portrait piquant à la fin de cette émission, qui repartage, qui promeut le programme du Front Populaire et qui appelle à son application. Alors évidemment, c'est remarquable cet unanimisme des médias, et on a d'ailleurs la réaction du journaliste de CNews, Thomas Lecartier, qui déclare « La presse est de gauche alors que les Français de droite ». Et est-ce que déjà vous avez un commentaire à faire sur cette offensive? Je pense que tous ces politiques qui remercient les médias ont parfaitement raison. Les médias, ils ont joué la partition de deux façons en fait, très différentes. D'abord, ils ont évidemment véhiculer la diabolisation du Rassemblement national avec la moindre pétition des pêcheurs à la ligne s'inquiétant du Front national faisait l'objet d'une nouvelle médiatique. On en parlait. Il y a des témoignages, enfin, c'était tout le temps ça. Bon. Deuxièmement, c'est un point qu'on commence à voir apparaître maintenant, ils ont fait l'omerta quasi totale sur les programmes de la gauche, et en particulier les programmes de LFI. Ce n'est que maintenant, d'ailleurs, regardez le Figaro d'aujourd'hui, de cette semaine, que maintenant on a l'impression de découvrir que, les programmes de LFI risqueraient d'exploser la dette, sont extrêmement coûteux budgétairement, sans parler des propositions abracadabrantesques sur la libération des prisonniers. Donc ils ont fait l'omerta sur ça. Par contre, alors évidemment, on s'intéressait le plus à ce que préconisait le Rassemblement national. Donc ils ont été partiaux. Ça, c'est connu. Ça fait longtemps qu'on le dit sur Immédiat, mais là, tout le monde l'a vu très, très largement. Et puis, le dernier point, ça c'est très nouveau d'une certaine façon, c'est que la partialité des médias, elle est aussi dans l'interprétation des résultats. Le fait de présenter d'une manière triomphale la victoire de du nouveau Front populaire, alors même que, en réalité, cette victoire était relativisée en termes de voix ou en termes de sièges, ça c'est nouveau dans la partialité. C'est-à-dire que non seulement on est partial pendant l'élection, mais on est même partial dans l'interprétation des résultats. Donc ils ont fait fort, et donc les politiques qui remercient aujourd'hui les médias pour leur rôle militant, oui, ils ont raison, les médias ont bien fait le job, comme d'habitude. Et en réalité, tout le système s'est activé, Michel, pour protéger ses intérêts et ses subventions publiques. Faut bien payer les salaires, y compris la presse locale, la fameuse PQR, pas seulement les journaux nationaux. Comme le souligne Braise Info avec l'exemple de Pontivy Journal, en Bretagne, la presse hebdomadaire et quotidienne régionale a joué un rôle intensif dans le front républicain et le barrage au RN. Cela en dit long, très long. Et ce rôle joué par la PQR est justement l'objet d'une enquête qui a été menée par Valeurs Actuelles le 17 juin 2024. Pour qui roule la presse régionale, dépendante de l'argent des collectivités territoriales, la presse quotidienne régionale devient parfois le jouet des barons locaux au détriment de l'information des citoyens et avec leurs impôts. Oui, tout à fait. Ça, c'est indéniable. Il y a différents étages dans le système médiatique. D'ailleurs, même pour la carrière des journalistes, on commence dans la presse locale, et puis après, l'idéal, c'est de remonter dans les quotidiens nationaux. Deuxièmement, la presse locale a aussi un rôle de censure des informations. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui restent au niveau local, par exemple tout ce qui a trait à l'insécurité, et qui ne remontent pas au niveau national. Donc il y a un rôle de filtrage joué par la presse locale. Mais là, dans le cadre de cette élection, il y a eu une mobilisation générale, je crois qu'il faut le dire, non seulement
des institutions, j'évoquais tout à l'heure les universités, on pourrait citer le monde de la culture, c'est habituel, même les sportifs, hein, nous avons vu les sportifs prendre position politiquement. Hein. Donc il y a eu une mobilisation générale, mais il y a eu aussi une mobilisation médiatique pour mettre en scène la peur du changement et mettre en scène la peur du Rassemblement national, hein, assimilé au fascisme. Hein, et d'ailleurs, le fait d'utiliser le vocable nouveau Front populaire n'est pas neutre. Hein, il y a une volonté évidente de nous ramener à 1936. Bon, donc je veux dire, à l'époque où les fascismes étaient bien réels. Bon, donc il y a eu vraiment la construction d'un narratif destiné à faire peur aux gens. Hein. Et est-ce que, selon vous, ces élections législatives sont en quelque sorte la preuve que la propagande médiatique est toujours efficace? Oui, elle est efficace. D'ailleurs, si elle n'était pas efficace, on ne voit pas pourquoi les oligarques investiraient autant dans les médias. Hein. Je veux dire, bon, donc c'est efficace. Alors, c'est pas forcément efficace sur le long terme. Hein. La propagande sur les bruits de bottes et le retour de Pétain, hein, comme on l'a pu le voir dans certains tracts, bon, elle se heurte quand même à la réalité. Et la réalité est toujours plus forte que la propagande. Hein. La réalité de l'immigration qui ne cesse pas, la réalité de l'insécurité, la réalité de la peur économique, de l'insécurité économique, tout ça, c'est une réalité qui est plus forte que toute propagande. Hein. Mais il y a quand même des moments où la propagande peut avoir un petit effet. Elle n'a pas forcément un effet global. Encore une fois, il y a quand même 10 millions de gens qui n'ont pas été sensibles à cette propagande. Hein. Mais elle peut donc jouer sur les marges et elle peut permettre notamment de sensibiliser certains créneaux de l'opinion qui peuvent jouer un rôle non négligeable pour faire élire tel ou tel député. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue un point qu'on n'a pas évoqué, mais un très grand nombre de députés ont été élus à très peu de voix. Nous sommes dans une logique de circonscription. Hein. C'est pas les élections européennes. Hein. Donc on peut gagner à quelques voix. Et donc dans ce contexte, pouvoir mobiliser même une centaine de personnes, une centaine de pêcheurs à la ligne, c'est pas inutile. C'est pas inutile. Ça peut permettre de gagner. Hein. Donc de ce point de vue-là, la propagande a une certaine efficacité. Sinon, encore une fois, on ne dépenserait pas des milliards pour acheter des médias. En tout cas, l'avantage de cette élection est peut-être aussi qu'on voit les vraies alliances. Quand le système est vraiment en danger, les véritables alliés objectifs apparaissent. On a assisté notamment à la création d'une sorte de nouveau parti qui serait la Renaissance insoumise. C'est des alliances prétendument contre nature, mais l'alliance de l'extrême gauche et de l'extrême centre a permis d'être une vraie apocalypse au sens étymologique, hein, une vraie révélation. Et comme le souligne Sébastien Chenu, pourtant les macronistes de LFI s'entendent alors qu'ils n'ont rien en commun, déclare Sébastien Chenu. Écoutons-le. C'est vous qui l'utilisez, mais il y a un système qui se défend, qui est capable des pires reniements, des pires renoncements. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un macroniste et un LFI? Je sais pas trop, mais ils sont capables de s'entendre, et ça, probablement, c'est ce qu'il y a de pire en politique, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus aucune conviction, mais qui veulent garder des sièges. Michel, est-ce que la France insoumise et le macronisme n'ont vraiment rien en commun? Je suis pas complètement d'accord avec Sébastien Chenu. En réalité, il y a beaucoup de points communs entre la gauche et les macronistes. D'ailleurs, dans même la personne même du président de la République qui se réclame du socialisme. Donc, je veux dire, bon, il n'y a pas photo. Bon, mais en fait, pourquoi il y a une parenté d'abord sociologique. Je voudrais rappeler quand même que depuis 1789, en France, la gauche, c'est la bourgeoisie. Hein. Donc, il y a même M. Mélenchon, je suis désolé, il appartient à ce milieu. Hein. Et ce milieu social a des caractères constitutifs. En particulier, la haine de la France. D'ailleurs, on parle plutôt de la République, mais pas de la France. Hein. Donc on s'intéresse à la construction idéologique, mais pas à la réalité historique et charnelle.
Et deuxièmement, une autre caractéristique, c'est la haine du peuple, du moins du peuple qui vote mal, hein, qui est vraiment celui qu'on doit rejeter, voire éventuellement détruire. Donc ça, c'est un point important. Il y a donc une parenté sociologique qu'on ne doit pas négliger, hein, parce que la plupart de ces révolutionnaires électoraux sont en fait des privilégiés. Hein, faut pas le rappeler. Et d'autre part, il y a une parenté idéologique. Aujourd'hui, que ce soit la gauche ou la Macronie, nous avons le même mondialisme. Alors, c'est un mondialisme qui se différencie, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté, Macron dirait d'une certaine façon, la Macronie incarne le mondialisme de l'oligarchie, un mondialisme oligarchique, un mondialisme des grandes entreprises, etc. Et la gauche, c'est l'altermondialisme. Et rappelez-vous, l'altermondialisme, c'est pas le contraire du mondialisme. C'est une autre forme de mondialisme qui se veut, paraît-il, un peu plus inclusive à l'égard du Sud, etc. Mais par exemple, il y a des tas de sujets de convergence. Sur l'immigration, grosso modo, ils ont le même positionnement. Simplement, les uns sont un peu plus pressés que d'autres. Hein, c'est la différence qu'on pourrait dire. Donc, il y a, contrairement à ce que disait le député du RN, je pense qu'il y a quand même des éléments de parenté idéologique et sociologique importants qu'on ne doit pas négliger. Ce qui explique d'ailleurs qu'aujourd'hui, M. Macron, dans sa lettre aux Français, dit il faudrait faire une sorte de grand groupe central, n'est-ce pas, voilà, en écartant les extrêmes. Bon, ça veut bien dire qu'on pense qu'il y a beaucoup plus de points communs que de points de divergence. Et est-ce que pour nos téléspectateurs, on pourrait faire une sorte de bilan, de synthèse de ces élections? Quelles sont les perspectives? Quelle est la suite? Ça, il faudrait une boule de cristal. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que on assiste quand même à un retournement incroyable. On nous a expliqué que la dissolution, c'était pour redonner la parole au peuple. Et aujourd'hui, on nous explique « Ah non, mais il faut faire barrage au premier parti de France. Il faut faire barrage à 11 millions de Français. » Bon, c'est quand même un peu étrange. Hein. Bon, donc je crois que et l'actualité qui va très vite en ce moment sur ces questions montre qu'en tout cas que la dissolution a déjà ajouté au chaos sécuritaire, au chaos économique, au chaos de l'endettement français, au chaos diplomatique français. Maintenant, on a le plaisir d'avoir ajouté un chaos institutionnel et politique. C'est la fameuse grenade dégoupillée que M. Macron se vantait d'avoir jetée dans les jambes des Français. Je veux dire que c'est quand même un peu étonnant. C'est quand même plus que désinvolte. Geoffroy Lejeune, qui, il y a 2 jours sur CNews, a eu une analyse intéressante. Il a dit, en fait, on est en train de reconstituer la 4e République dans la 5e République. Mais avec une circonstance aggravante qu'il n'y avait pas sous la 4e République. C'est qu'aujourd'hui, on recrée le régime des partis, mais sous la 4e République, les partis étaient quand même assez convergents. Là, en fait, il y a une divergence de programmatique qui est non négligeable. Hein. Même s'il y a une convergence idéologique, il y a quand même une différence. Bon, donc ça veut dire qu'on a créé un chaos politique. Alors, peut-être, si on essaie de s'orienter vers l'avenir, c'est-à-dire la future élection présidentielle, parce que même si peut-être qu'il y aura des élections législatives encore avant, il me semble quand même que on avait dit à un moment donné, Macron, il est génial, il va faire une manœuvre politique qui va compromettre le RN, qui va devoir gérer le chaos, et comme ça, en 2027, eh bien, ça plombera à la candidature de Marine Le Pen. À l'évidence, aujourd'hui, cette manœuvre prétendue ne fonctionne pas, puisque précisément, le RN est exclu de tout, et donc il ne sera pas comptable du chaos qui est en train d'arriver. Bon, donc ça, c'est quand même un élément pour l'avenir qui doit être pris en considération. Après avoir vu le rôle joué par les médias dans le résultat de ces élections législatives, place aux habituelles pastilles de l'info avec une actualité internationale très forte, vous allez le voir.
Première pastille, en Grande-Bretagne aussi, c'est le grand dégagisme. Comme le titre ici BFM TV, élection britannique, les travaillistes de retour au pouvoir, défaite historique des conservateurs. Alors Michel, les travaillistes qui ont été un peu centrés sur les questions d'immigration ont infligé une défaite vraiment historique aux conservateurs. Et de quoi cette victoire des travaillistes au Royaume-Uni est-elle le nom selon vous? Vous l'avez dit, c'est aussi quand même un phénomène de dégagisme politique. C'est effectivement une défaite historique, parce que je crois que jamais dans son histoire, le parti conservateur n'a eu aussi peu de sièges. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors, vous remarquerez que les médias en ont parlé, mais pas énormément. Hein. On a salué la victoire de la gauche travailliste. Alors simplement, ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que d'abord, la victoire des travaillistes est bien plus forte en termes de voix que la prétendue victoire du nouveau Front populaire, hein, puisque les travaillistes, c'est près de 34% des voix, alors que le nouveau Front populaire, c'est 27%. Donc déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Surtout, ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'il y a eu un recentrage important dans le discours des travaillistes, puisque les travaillistes n'ont pas hésité à reprendre un thème qui, en France, est complètement diabolisé, qui est celui de la priorité nationale pour l'emploi. C'est quand même... alors évidemment, on comprend que les médias n'ont pas trop insisté là-dessus. Et puis enfin, autre élément, il y a les travaillistes, et puis il y a aussi Nigel Farage, qui a réussi une percée politique non négligeable. Là aussi, c'est intéressant, parce que toute la presse était contre lui, et en particulier la presse conservatrice, évidemment, qui était contre Nigel Farage. Et pourtant, il a aussi un succès qui est notable. Donc, c'est intéressant, cette victoire des travaillistes, parce que c'est un anti-modèle français. Hein. Ce n'est pas tout à fait le modèle français, c'est même assez différent. De toute façon, vous savez, le régime électoral était très différent. Mais aussi, l'autre grande différence, c'est que en Grande-Bretagne, les médias sont un peu plus pluralistes qu'en France aussi. Hein. Ce qui explique aussi que certains thèmes puissent se développer, alors qu'en France, il y a une censure médiatique très forte. Donc c'est un événement intéressant. Et d'ailleurs, pour faire une comparaison un peu avec les élections françaises sur la question des modes de scrutin, on voit que le Labour, donc les travaillistes, ont eu 38,8% des voix, 65% des sièges à la Chambre, alors que le Rassemblement national, ayant eu 33% au premier tour et 37% au second tour, a seulement 25% des sièges. On voit là tout l'impact du mode de scrutin. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait s'inspirer du modèle anglo-saxon pour nos élections françaises ? Alors ça, c'est un vieux débat qui est aussi vieux que la Ve République, hein, puisqu'à l'époque, la question avait été posée de passer à un système de scrutin uninominal majoritaire à un tour. Parce que à l'époque, on avait considéré que c'était un système quand même extrêmement brutal. Alors, qui fonctionne bien en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne est dans un régime de bipartisme depuis 2 siècles, enfin même 3 siècles même, d'une certaine façon. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas de la situation française au début de la Ve République. Alors aujourd'hui, en 2024, vu l'éclatement des forces politiques dans notre pays, je ne suis pas complètement sûr que l'introduction d'un régime électoral à la britannique provoquerait alors là des effets de tsunami, à mon sens, très, très importants. Mais la question peut se poser. Mais en vérité, la question, c'est peut-être moins de se poser le fait de passer à un système britannique. Il ne faut pas oublier qu'il y a une autre option, c'est la proportionnelle. Hein, le système proportionnel est aussi un autre mode qui fonctionne dans un certain nombre de pays européens et qui ne provoque pas le chaos qu'on évoquait là aussi au début de la Ve République. Donc je pense qu'il faut être prudent dans l'appréciation des systèmes électoraux. Il faut qu'ils soient plus ou moins adaptés quand même à l'histoire politique du pays.
Deuxième pastille, la diabolisation des initiatives de paix de Viktor Orban. Alors que Bardella a rejoint le nouveau groupe au Parlement européen créé par Orban et qui se nomme les Patriotes pour l'Europe, comme le relève ici cet article du Monde, ce groupe justement créé par Orban devient le troisième groupe le plus important. Et dans ce contexte, les macronistes accusent le président hongrois d'être, je cite, un pro-Poutine. Ici, avec ce tweet de l'ancienne tête de liste Nathalie Loiseau parlant de Jordan Bardella qui rejoint justement le groupe de Orban, puisque la semaine dernière, en fait, a commencé une tournée pour la paix. Monsieur le président Orban a d'abord été voir Zelensky, puis Poutine, puis enfin le président chinois. Et cette mission diplomatique a suscité, je cite, un tollé dans l'Union européenne, comme le rapporte le journal Le Monde. Et en effet, Michel, on constate une véritable diabolisation des initiatives en cours pour promouvoir un apaisement en Europe. Comme le montrent ici ces articles du Parisien, avant le sommet de l'OTAN, la visite d'Orban à Moscou irrite les Occidentaux. Michel Orban semble jouer un rôle diplomatique de plus en plus important en fait sur la scène européenne. Pourtant, les médias ne semblent pas vraiment soutenir cette initiative de paix. Pourquoi ? C'est curieux. Moi, je croyais que l'Europe, c'était la paix. On nous a expliqué l'Europe, c'est la paix et le nationalisme, c'est la guerre. C'est le nationalisme, c'est la guerre. Alors, vous avez le président en exercice de l'Union européenne qui déclare « je vais engager une initiative de paix pour essayer de trouver une solution au conflit en Ukraine ». Et alors là, on dit « oh là là, c'est pas possible. Comment vous voulez la paix, mais vous êtes un agent de Poutine ». C'est-à-dire, on marche sur la tête, là aussi, on le voit bien. Et d'ailleurs, on voit bien qui est pour la guerre, qui est pour la paix. C'est que, par parenthèse. Les pays européens sont pour la guerre, donc si je comprends bien. Il ne faut surtout pas... et alors les articles ont dit, mais si vous êtes pour la paix, ça veut dire que vous êtes pour la capitulation sans condition de l'Ukraine face aux exigences de la Russie. Non, on est pour la paix. La paix est une valeur en elle-même. Mais aujourd'hui, puisque l'ensemble du système médiatique et institutionnel est maîtrisé par le parti de la guerre, il est évidemment diabolisé. D'ailleurs, le fait qu'on emploie le terme « tollé », vous savez, le mot le qualificatif « tollé », ça c'est un terme qui ne trompe pas. Ça veut dire qu'on franchit la limite du politiquement correct. Voilà. Bon, alors la vérité derrière, mais que nos médias occultent, c'est que la question de la paix va se poser inéluctablement. Alors, sans doute après les élections américaines, parce que c'est ça qui domine tout, mais tout simplement parce que aujourd'hui, tout le monde sait que l'armée ukrainienne est de moins en moins capable de résister à la pression russe. Donc, si vous voulez, inéluctablement se posera la question de la paix. Alors, ce qui est intéressant, vous l'avez soulevé, c'est que la Hongrie, c'est un tout petit pays. C'est à peine 10 millions d'habitants. Mais M. Orban, il est capable d'être écouté par M. Zelensky, il est capable d'être écouté à Moscou, il était capable d'écouter en Chine. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il n'a pas pris des positions militantes pour l'un ou pour l'autre. Il a essayé de trouver un intermédiaire. C'est ce qui ne plaît pas aussi à nos oligarques européens. C'est tout le contraire de la France. La voix de la France, aujourd'hui, on ne l'écoute plus parce que tout le monde sait que la France est engagée, point barre, aux côtés de l'Ukraine, aux côtés de l'OTAN. Donc c'est intéressant de voir ça. Là aussi, c'est un révélateur. On voit bien qui est pour la paix et qui est pour la guerre en Europe. Troisième pastille, trop de blancs dans le Front populaire, selon Rokhaya Diallo. Alors dans cet extrait de BFM TV, Rokhaya Diallo estime qu'il y a trop de blancs sur la première photo à l'Assemblée nationale du nouveau Front populaire. Elle m'a un peu ébloui, dit-elle. Écoutez cet extrait. On ne peut pas dire que les personnes issues de quartiers populaires soient très très visibles. Et pourtant, ce sont celles qui se mobilisent systématiquement, que ce soit pour la France Insoumise ou pour le nouveau Front populaire. Je peux vous dire que vous avez raison sur ce que vous avez dit sur la première photo de famille du nouveau Front populaire, qui à mon avis... Elle m'a un peu ébloui. Ouais, mais moi aussi. Michel, moi je me demande comment on peut avoir une telle impunité médiatique face à ce discours. Imagine-t-on si on dirait l'inverse, s'il y a trop d'autres populations sur une autre photo, que dirait-on ? Quel tollé médiatique justement cela susciterait ? Ah ben là, vous mettez le doigt sur le fait que les fameuses valeurs dont se targue l'oligarchie
sont des valeurs à géométrie variable, selon que vous êtes puissant ou misérable. Hein. Alors, en vérité, moi je dirais, Madame Diallo, là, elle découvre l'eau chaude. Parce que ce qu'elle dit, ça fait quand même 2-3 ans que, notamment la presse alternative, avait déjà mis le doigt ironiquement sur ces photos où l'on voit ces promoteurs de la diversité, mais qui eux-mêmes ne se l'appliquent pas. Elle découvre quelque chose qui est simple, c'est que tout simplement, tous ces gens qui sont des grands donneurs de leçons ne s'appliquent pas à eux-mêmes ce qu'ils veulent imposer aux autres. Hein. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est le 2 poids 2 mesures, ce qu'on a déjà longuement évoqué dans cette émission. Nous en avons un exemple classique. La diversité, c'est pour les autres. La diversité, on l'impose aux autres, mais nous, on se protège. D'ailleurs, j'ai trouvé, moi, extraordinaire la prestation de M. Mélenchon au soir du 2e tour, quand il se clame vainqueur. Vous le voyez parler, il est entouré de ces femmes, de toutes les couleurs, et c'est lui le mâle alpha. Et lui, il s'impose. Hein. C'est pas du tout l'homme déconstruit de Madame Rousseau, là, vous voyez bien. Donc, on voit bien cette distorsion permanente. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi Madame Diallo, elle peut se permettre de dire ça? Madame Diallo, c'est une femme importante. Hein, c'est une femme très importante. Je rappelle qu'elle est contributeur au Washington Post. Elle a été, et elle s'en félicite d'ailleurs, elle s'en réclame, une ancienne participante du programme américain des visiteurs internationaux qui est piloté par le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères américain. Elle est chercheure à l'université de Georgetown. C'est une dame qui parle, et quand elle parle, il y a derrière elle, je dirais, si j'osais, je dirais c'est la voix de l'Amérique qui parle. Parce que cette dame, elle fait partie des gens qui, depuis un certain nombre d'années, s'efforcent d'introduire en France toute une série de mots d'ordre qui ont été élaborés sur la côte est des États-Unis. Hein, tous ces discours woke, racialistes, etc., qui sont donc très éloignés d'ailleurs de l'universalisme dont se réclame la gauche, puisque c'est souvent, au contraire, une vision très racialiste de l'histoire. Donc, oui, elle a beaucoup le droit de dire ça. Elle a le droit de dire ça parce qu'elle est dans le camp du bien, cette dame. Comprenez? Elle est dans le camp du bien. Et accessoirement, je pense qu'elle envoie un message. Hein, elle envoie un message. Elle envoie un message en disant, parmi les thèmes communs d'action entre la Macronie et la gauche, il y aura notamment le sociétal. On va encore faire plus de sociétal. On va faire encore plus de lutte contre les discriminations. Donc son message n'est pas neutre. Il n'est pas original, il n'est pas nouveau, mais il n'est pas neutre dans le contexte politique actuel. On arrive déjà au terme de ce numéro 499 d'Immédiat. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à TV Liberté, c'est important, de commenter, d'aimer cette vidéo. Merci Michel d'avoir accepté cette invitation dans un cadre un peu particulier. Hein. Merci. Je crois qu'on a réussi à s'en sortir quand même. J'espère que nos téléspectateurs ont apprécié. En tout cas, on ne se quitte pas sans l'habituel portrait piquant du jour qui est consacré à l'inénarrable Edoui Plenel, qui appelle notamment à appliquer le programme du Front populaire, un prétendu journaliste. Journaliste emblématique des années Mitterrand, Edoui Plenel est resté pendant 10 ans le maître du journal Le Monde. Affaibli par les révélations de Pierre Péan et de Philippe Cohen, il a poursuivi sa carrière de redresseur de tort autoproclamé et de journaliste d'investigation aux méthodes contestées. Le seul diplôme d'Hervé Edoui Plenel, son vrai nom, né en 1952, est son baccalauréat, ayant refusé de se présenter aux examens d'entrée à Sciences Po Paris. Il est impossible de dissocier le parcours professionnel d'Edoui Plenel de son parcours politique. Son engagement politique à la Ligue communiste révolutionnaire et sa profession de journaliste sont intimement liés. Il commence à écrire dès 1969 sous le pseudonyme de Krasny dans Rouge, l'organe de la LCR. L'année 1980 marque un tournant. Il quitte officiellement la LCR et cesse d'être un camarade rédacteur pour devenir réellement journaliste. Il entre au Matin de Paris, puis au service éducation du Monde. Il ne quittera le journal que 25 ans plus tard.
En 2003, Pierre Péan et Philippe Cohen publient La face cachée du Monde, une enquête où le Monde est accusé, je cite, d'avoir insidieusement glissé de son rôle de contre-pouvoir vers l'abus de pouvoir permanent. En 2005, après presque 10 ans comme directeur de la rédaction, il est licencié. Il rebondit en rassemblant 4 millions d'euros et en lançant en 2008 Mediapart, site d'information et d'investigation participatif sur Internet. Le soutien de Ségolène Royal et un peu d'argent de Xavier Niel contribuent au succès. Il vend ses parts en 2021 et promet à terme de procéder à sa succession à la direction. Mediapart est un vrai succès. Mais quelle est sa recette? La réponse est donnée dans un article posthume de Pierre Péan de septembre 2019. Je cite « Il ne s'agit pas d'enquêter, mais d'attendre une fuite, celle d'un procès-verbal d'audition ou d'enquête que transmet un juge, un policier, un avocat. L'intrépide limier s'emploie ensuite à le réécrire en style journalistique. L'ascension de ce journalisme qui défraie la chronique découle ainsi d'une alliance de circonstances entre une petite fraction du monde judiciaire et une tête d'épingle du monde médiatique. » Fin de citation. Autrement exprimé, Mediapart vit largement de dossiers qui lui sont transmis par des magistrats et des policiers, puis remis en forme et publiés. Terminons par une citation de 2014 du camarade Edoui. « C'est une chance pour la France d'être aujourd'hui le premier pays musulman d'Europe. En 2023, la chance s'est encore amplifiée. »